J'ai été journaliste pendant une trentaine d'années, je suis biologiste de formation et le métier de journaliste c'est un métier de médiation qui m'a fait apparaître que le journaliste commence le débat, c'est-à-dire qu'il n'y a que de l'incohérence dans l'enquête, quelle qu'elle soit, puisque je me suis occupée des enjeux sociaux des technologies essentiellement, et qu'il n'y a personne derrière pour s'emparer de ce que dit le médecin, l'industriel, le spécialiste d'environnement ou l'association de consommateurs. Donc, comment voulez-vous qu'avec ça, on fasse un monde commun? J'arrive à un moment où ça déborde la question des technologies qui s'autonomisent et qui ne discutent pas sur comment ça fait avec le vivant. Parce qu'il y a des nanos dans l'alimentation. Ah, ça pose un problème. Le gouvernement voudrait interdire, même au niveau européen, les nanos dans l'alimentation. Donc voilà, ça déborde, le système se trouve débordé. Comme on l'a vu pour les OGM. C'est drôle, ça déborde toujours quand il s'agit du vivant et du corps. Le livre, si vous ne vous rappelez pas, c'est l'urgence du vivant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le sous-titre, c'est vers une nouvelle économie. Et donc on va parler d'économie, mais on va essayer d'en parler en se préoccupant de la question du vivant, en partant de la question du vivant. Et d'abord peut-être un mot sur ce qui me paraît important dans la démarche de Dorothée, c'est qu'elle est à la fois radicale et pragmatique. Et je pense que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est d'être dans le radical. Il faut changer des choses profondément et de manière écosystémique. On ne peut pas se contenter d'agir par un bout. Il faut prendre l'ensemble du système. Et ça questionne profondément. Donc, et qu'est-ce qu'on peut produire avec le vivant aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change de se dire on va produire avec le vivant? C'est quoi? Sans asservir le vivant. On peut faire beaucoup de choses avec le vivant. On a des nouvelles possibilités, des biotechnologies, même d'une nouvelle agriculture. On a aussi des approches de coopération entre des organismes. Enfin, il y a plein de choses nouvelles. Mais c'est le monde que produisent les OGM qui est problématique. Pourquoi ? Il semble que les deux mots-clés qui sont liés à la question de l'asservissement du vivant soient la question de la performance et du confinement. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle de machine où on pense un organisme vivant qu'on va rendre performant en tant que tel, seul. Déjà, c'est bizarre pour le vivant. Comme une machine. Un organisme ne peut pas être performant tout seul déjà. Et il ne peut même pas se reproduire tout seul en général d'ailleurs. Donc il y a un petit problème. Et donc, pourquoi je mets confinement? C'est que vous avez bien vu aussi pour les débats sur les OGM, combien la question de en champ, donc dans l'espace public, était différent en milieu confiné. La preuve, c'est qu'on est tout à fait d'accord pour avoir des médicaments recombinants qui sont fabriqués dans des fermenteurs, dans des bactéries qui produisent des molécules, donc que ce soit facteurs de croissance, insuline, etc., qui sont le fruit d'OGM. Qu'est-ce qu'on fait avec les organismes vivants? Qu'est-ce qu'ils font par eux-mêmes? Les bactéries, les végétaux ont produit, depuis l'émergence de la vie, ont permis la production d'oxygène. On ne serait pas là sinon. Donc il y a toute une transformation des écosystèmes par les organismes vivants qui ont permis d'installer des sols qui sont complexes. Alors, l'agriculture est questionnée aujourd'hui sur la manière de faire. On le voit, et c'est même l'endroit de la transition le plus avancé. L'agriculture, elle a énormément de coproduits. La pomme de terre, l'amidon, on peut décliner de la chimie derrière. Donc, avant d'aller vers la chimie, on peut parler de l'aquaculture, qui se développe beaucoup parce que les océans, ils sont totalement désertifiés maintenant, pratiquement. Enfin, c'est assez catastrophique. Et on a aussi de l'entomoculture qui se développe, une dizaine d'entreprises en France qui sont soit pour l'alimentation humaine, avec des intérêts d'acides gras, de certains composants, et puis soit pour l'alimentation des poissons ou des porcs, enfin pour, vous voyez, des intermédiaires alimentaires.
Ensuite, toujours dans l'alimentation, on a des choses étranges, c'est les aliments biotech qui sont de se dire je vais m'affranchir de la dépendance aux vaches qui produisent le lait et je vais faire du lait avec d'autres sources. Et donc là, on fait appel à des biotech qui permettent de transférer dans des organismes des protéines du lait qui font qu'on a des sortes d'ersatz du lait. Et vous avez même des gens qui s'amusent à dire « Ah bah je vais faire de la viande de star avec des gens qui donnent des cellules de muscles et puis on les met en culture et comme ça vous achetez un petit salami de votre star préférée. » Enfin, je pense que c'est juste pour tester. Et si on faisait ça, c'est autour du tabou. Manger l'eau. C'est vraiment du côté de la chimie qu'il faut regarder davantage parce que la chimie, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le biosourcé. C'est quand même quelque chose qui n'est pas du tout anodin dans une culture, dans un moment où on est avec des produits pétrosourcés. Que ce soit nos plastiques, que ce soit les textiles, que ce soit quantité de matériaux qui sont en fait des choses synthétiques, hein, des polymères issus d'une chimie qui maintenant a beaucoup expérimenté et a une centaine d'années d'expérience. Donc tout d'un coup arrive une autre chimie qui est une chimie du végétal, une chimie du renouvelable et qui permet alors soit de faire des carburants, soit de faire les biocarburants, les fameux biocarburants, soit d'aller vers de la production, donc acide succinique, enfin des produits qui sont soit les mêmes que ceux de la pétrochimie, soit des molécules complètement différentes. Vous avez des déchets agricoles, vous avez des déchets alimentaires, il y a énormément de produits qui peuvent être transformés et qui peuvent trouver des débouchés vers les biocarburants. On peut très bien avoir des produits qui, selon les marchés, on peut changer leurs débouchés, donner une molécule chimique ou faire aller vers les carburants. Et donc la dimension production de biocarburants peut être une façon de stabiliser des débouchés. Voilà. Mais flexibilité, en même temps, on voit très bien que c'est la porte ouverte à dire « Ah tiens, je vais faire de la vanille avec autre chose que la vanille, je mets le gène de la vanille dans une plante banale et je prends la vanille ou d'autres choses. » Et ça se développe énormément. Et je déstabilise totalement les marchés de vanille naturelle. Donc là, il y a bien des arbitrages politiques qu'il va falloir faire. Et rien n'est très clair sur ce qu'il faut faire. Vite, on peut parler de la méthanisation. Les levures, les fermentations. L'enjeu va être, est-ce que ça va être des débouchés pour lesquels les agriculteurs vont vraiment avoir une valeur ajoutée eux-mêmes, ou si ça va être encore une solution pour GRDF notamment, de piloter leurs propres affaires et de eux-mêmes faire toucher la valeur ajoutée. Alors un point très intéressant, c'est quand même, on parle du vivant, mais c'est quoi le vivant? Le vivant, c'est ce qui utilise le mieux le soleil, hein, donc avec une photosynthèse. Si vous voulez compter avec le vivant, vous allez compter avec quelque chose qui est extérieur à vous-même. Vous ne pouvez pas juste compter sur vous-même et vos machines. Et il y a de l'aléatoire. Si vous commencez à imaginer une économie où vous vous dites « je vais produire des cosmétiques qui vont être issus de certaines plantes », peut-être qu'avec ces plantes, on va faire aussi des parfums, on va faire des colorants. Et je vais m'entendre avec d'autres localement pour construire un écosystème industriel. C'est très théorique, hein, mais c'est quand même des choses qui se passent. Et ce qui se passait autrefois. Alors, et qui permettait de voir comment on optimisait non pas la production linéaire, je veux ceci, je vais l'avoir comme ça,
mais une production circulaire. Et avec des coproduits circulaire qui fait que on fonctionne avec des boucles où les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Parce que c'est difficile de voir s'il y a des tentatives d'écosystèmes comme ça, qu'on peut appeler industrie écologique ou écologie industrielle, qui émergent. Comment se fait-il qu'on en est là ? Il y a quelque chose qui est désarmant. Bon, pour moi, qui suis biologiste, quand j'ai commencé à regarder un peu plus avant les principes de l'économie, quelque chose d'assez bizarre de voir que l'économie s'est construite en disant, bon, on va pouvoir développer des activités, mais il faut absolument pouvoir penser des amortissements pour pouvoir entretenir les choses dont on dépend. Les choses dont on dépend sont nos machines. On prévoit l'amortissement des machines. Et on ne dépend pas de l'eau qui est là et de l'air voilà, et on ne dépend pas de la silice qu'on va chercher. Mais c'est inépuisable. C'est inépuisable, voilà, cette fiction du mythe de l'illimité. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui, alors même qu'on a les économistes atterrés, qu'on a toutes ces lanceurs d'alerte qui ont montré que l'économie ment, elle organise le mensonge. Parce que quand vous regardez pourquoi vous pouvez aller, je ne sais pas moi, à Lisbonne pour 40 €? C'est juste parce qu'on a organisé ce système-là. On a détaxé les carburants de tout ce qui est aviation et le monde maritime dans les accords de Chicago, je crois que c'est 54. Voilà, c'est organisé comme ça. Alors, à partir du moment où vous organisez du mensonge, à partir du moment où vous organisez un taux d'actualisation qui fait que vous hypothéquez les gains des générations futures, que vous le mettez très haut, ce taux d'actualisation, de façon à ce que les générations futures aient plus beaucoup de moyens, ça s'appelle « après moi le déluge ». Le vivant, c'est notre assurance vie, c'est la garantie des équilibres. C'est, comme l'a dit Harrison Ford, 30% de l'effort pour éviter le dérèglement climatique, je dis bien dérèglement climatique, je ne dis pas réchauffement, c'est du dérèglement partout, tous azimuts. 30% de l'effort, c'est de restituer, conserver, protéger nos écosystèmes. Mais parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, la comptabilité, elle considère le vivant, ça c'est très net, elle considère le vivant comme une chose morte. C'est à l'actif, c'est une chose morte. Ce n'est pas du tout mis au même endroit que les machines. Alors là, voilà, il y a quand même quelque chose qui est une sorte de biais. Moi, je suis frappée, notamment pour les produits biosourcés, de voir que le fait de sortir du pétrole, quand c'est compté, quand l'ADEME considère tout cela, dans les analyses de cycle de vie, le fait de sortir du pétrole, ce n'est pas un atout majeur. Donc, à partir du moment où on est là, ce qui me donne le plus d'espoir, c'est ce que j'ai essayé de chercher à structurer de la cohérence. Il y a des choses qui se répondent. Il y a des gens qui vont ensemble, sans forcément d'ailleurs s'identifier les uns et les autres. Et le fait de les connecter, il va y avoir une dynamique d'industriels, avec des associatifs, avec des financiers, parce que les financiers bougent aussi. Voilà, c'est des correspondances, c'est des correspondances entre les mondes, mais il est plus que temps de permettre aux uns et aux autres de se sentir partie prenante. On a des compétences. Vous voyez, là, si chacun avait le temps de dire, voilà, moi je suis là, je fais ça, les compétences, c'est très vite, on est très vite très compétent quand on est tous ensemble. Là, on est à un moment où, comme vous l'avez tous dit, hein, on sait ce qu'il en est, il y a une conscience qui est là. C'est quand même une chance, c'est difficile d'assumer ce face-à-face avec l'urgence.
le monde numérique nous sort de l'expérience corporelle. Il y a un écran, vous voyez ces artistes qui donnent des choses à sentir, etc. Le numérique nous donne quelque chose qui est de la copie du monde. Il faut que nous puissions nous dire collectivement ce à quoi nous tenons pour sortir des impasses que nous savons trop bien, dont nous avons vu les catastrophes au XXe siècle, pour justement, il faut quand même bien voir que ceux qui ont été éprouvés, et on est bien entouré pour ça, avaient certaines connaissances. Donc nous savons la catastrophe. C'est une chance. C'est une chance. C'est une chance parce que nous connaissons la mort et la vie. Et partant de là, il est, je crois, possible non pas de dire « je vais m'affranchir de la mort, je ne veux plus entendre parler de ma fragilité, je ne veux pas entendre parler de la fin de ma vie, etc. Je veux continuer à avoir de plus en plus de possibles, de plus en plus de mise à disposition, puisque c'est ça le projet numérique. L'idée de penser avec le milieu, c'est le terme de Donna Haraway, penser avec le milieu, ça me semble quelque chose qui peut inspirer pas seulement la question de notre vision personnelle, mais toute une approche industrielle et économique. Merci Dorothée.